Bon, voilà. Donc, bienvenue pour cette nouvelle soirée Conversation et Controverse sur un sujet qui, je crois, vous intéresse nombreux, car vous êtes nombreux là ce soir et c'est très bien. Et vous êtes aussi nombreux si vous m'entendez sur les ondes à distance. Donc, je dis bonsoir à tous, les présents et puis ceux qui sont loin. Je ne prends pas la parole plus longtemps, simplement je cède la parole à Catherine qui va nous présenter des invités. Et sachez que donc vous aurez aussi la possibilité bien sûr de poser, de participer au débat tout à l'heure, mais aussi quand la soirée s'achèvera, de venir boire le verre de l'amitié avec nous sur ce meuble qui sera arrangé de façon de vous offrir quelques agates. Voilà, bonne soirée à tous, bonne conférence. Merci Geneviève, qui donc est la présidente de l'association Médiation Plurielle qui organise ces soirées. Alors j'avoue qu'on n'est pas complètement convaincu de cette configuration pour aborder des sujets de médiation, mais en général, on arrive à avoir souvent une autre salle qui présente par ailleurs d'autres inconvénients, mais bon, là, on n'a pas le choix. Et donc, on est un peu là dans un face-à-face qui n'est pas tout à fait idéal, mais bon, on va s'y faire, on fait avec. Voilà. Donc, bienvenue au CNAM, et donc pour cette soirée organisée par Médiation Plurielle, qui est donc l'association des médiateurs formés au CNAM, qui a fêté ses 20 ans il y a quelques mois. Peut-être après qu'au CNAM, il y a chaque année 2 promotions de médiateurs qui sont formés, des petites promotions par rapport à ce qui existe ailleurs, une vingtaine à chaque fois. Donc l'une qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, qui s'appelle Pratique de médiation, et l'autre qui est plus récente, qui a été mise en place il y a 3 ou 4 ans, sur l'initiative de Pôle emploi, et qui forme à la médiation des médiateurs qui exercent une forme ou une autre de médiation dans les organisations, dans les institutions. Voilà, c'est le petit rappel. Donc les conversations et controverses, elles sont là pour partager des questions de métier et partager, évoquer des questions. Vous savez que les médiateurs, ils ont cette particularité de se poser toujours des questions. Donc en tout cas, c'est ce qu'on nous renvoie souvent. Et là, on est là pour se poser ensemble les questions. Et donc le choix des questions, il est vraiment le résultat aussi des questions qu'on se pose à travers nos échanges, nos analyses de pratique, nos échanges entre pairs. Et là, pourquoi on s'est posé la question de qu'est-ce qui se passe quand on est face à des conflits qu'on peut considérer comme très enquistés, des situations très enlisées. C'est venu de 2 choses. C'est venu d'une part dans une conversation et controverse il y a, je ne sais plus laquelle c'était, il y a peut-être 2 ou 3 séances, on avait évoqué les questions des conditions de la médiation. Qu'est-ce qui se passe quand les conditions sont pas réunies et qu'est-ce qui fait que les conditions sont pas réunies? Et la question on s'était dit que finalement, est-ce que le conflit était finalement trop grave, trop enquisté, est-ce que c'était finalement une raison de ne pas aller en médiation? Et on s'était dit que ce serait bien de creuser un peu plus cette question, on n'avait pas eu le temps de le faire. Et puis aussi, on a tous en tête le petit schéma d'escalade du conflit, là, avec les différentes phases qui ont été assez bien théorisées par un certain nombre de médiateurs. Et puis on se dit finalement, quand on est tout en haut de la spirale du conflit, de l'escalade du conflit, finalement, est-ce qu'il y a encore, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que finalement ça change quelque chose selon l'endroit où on est dans le conflit? Est-ce que finalement, on dit souvent que nous médiateurs, on dit souvent qu'on est séduit trop tard, très tard, parfois trop tard. En tout cas, il y a toujours cette notion de voir quel est le bon moment de la médiation. Et donc l'intérêt, c'était de se poser aussi la question de la pertinence de la médiation selon là où on en est dans l'escalade du conflit. Donc voilà, voilà l'origine un petit peu de cette question. Et donc j'ai demandé à 4 médiateurs, dans des champs très différents, vous allez voir, de nous donner peut-être les enseignements de leur expérience sur cette question-là. Comment ils se posent cette question de savoir si c'est trop tard, très tard, ou si c'est encore possible de proposer et d'engager une démarche de médiation dans leur champ. Donc de gauche à droite, Muriel Laurent, qui est donc médiatrice familiale en milieu carcéral,
Éric Blanchot, à ma gauche, qui est médiateur dans les conflits armés, dans des sujets assez différents. Florence Bourlot, qui est médiatrice interne dans le groupe La Poste. Et Guy Escalette, qui est médiateur généraliste, mais qui a un certain nombre aussi de choses à nous dire sur cette question de est-ce que c'est trop tard pour engager une médiation. Donc, je vais d'abord commencer par leur poser la question de savoir ce qu'ils ont à nous dire sur le sujet à travers leur expérience. Et puis après, on fera en sorte qu'ils puissent échanger aussi entre eux. Et puis, en dernière partie de séance, vous aurez l'occasion de contribuer soit par les questions, soit par des témoignages. Il y a beaucoup de médiateurs aussi dans la salle. Vous avez peut-être aussi des choses à nous dire sur le sujet. Je vais peut-être commencer par Muriel, si tu veux bien, Muriel. Alors, je préfère que vous commenciez par le micro parce qu'en fait, à distance, ils ont pas mal de problèmes de son. D'accord. Donc, j'espère que c'est là. Bonsoir à tous, enchantée. Je me suis posé la question, en fait, en même temps qu'on me posait la question de ce que c'était pour moi, effectivement, un conflit enquisté, une médiation dans un conflit enquisté. Parce que j'ai le sentiment qu'en fait, je me dis, je l'ai fait assez souvent, mais j'interviens souvent dans des médiations où on pourrait dire que le conflit est enquisté, mais je ne m'ai jamais vraiment posé la question. Donc je pense que c'est venu directement, en fait, c'est la raison pour laquelle je me suis formée à la médiation, en fait, intervenir pour des conflits compliqués. Pour moi, c'était l'outil intéressant, pratiquement le seul qui pouvait exister, de la médiation. Et puis, j'ai été assez surprise quand je suis arrivée dans le monde de la médiation, parce qu'en fait, j'entendais des choses comme ces personnes-là ne sont pas faites pour la médiation, c'est pas possible cette médiation, et le conflit est trop, justement, est allé trop haut, etc. Et moi, je me disais, non, en fait, c'est juste là qu'il faut y aller, c'est juste là que j'ai envie d'aller, c'est vraiment ça. En fait, moi, la première motivation que j'avais, c'était de faire de la médiation en milieu criminel. C'est là où j'ai rencontré la médiation, puisque je suis formée à la criminologie, en fait. Donc, voilà, donc, pour vous dire que j'apprécie travailler dans les médiations où les conflits sont bien présents. Et justement, c'est une question importante parce que je crois que les conflits les plus enquistés que je peux rencontrer, c'est quand le conflit n'existe pas, en fait. Quand il y a une rupture de lien, notamment, des ruptures de lien qui durent depuis de nombreuses années, je rencontre ça dans les familles. Alors, donc mon contexte de travail, je travaille en centre de détention, donc centre de détention peine longue avec une perspective de réinsertion et maison d'arrêt, peine courte et prévenue, avec une caractéristique dans le centre de détention de violence intrafamiliale. Donc des passages à l'acte au milieu de la famille, mais aussi des ruptures depuis de très longues années, parfois 20 ans. Et donc là, le conflit n'a pas existé, en fait. Le conflit ne s'est pas manifesté en termes de conflit. On ne s'est pas, quelque part, posé la question de comment on pourrait rester en lien, comment on a claqué la porte un jour parce qu'on n'a pas pu, justement, oser le conflit. Donc, moi, j'en suis arrivée aujourd'hui à me dire que finalement, le conflit, il n'est pas crescendo, enquisté, ou soit il est déjà présent et compliqué, et c'est dès le début qu'il est dans cette perspective-là. Bien sûr, si on laisse aller les choses, etc., ça ne va pas aider, mais en fait, les conflits sont, les situations enquistées, elles le sont dès le début. Je ne sais pas si je peux encore continuer, ou pas, ou si on peut changer, et puis tu auras l'occasion de revenir. Eric, oui, vas-y. Merci. On a déjà travaille aussi nous, en médiation des conflits armés. Je le disais à l'instant, il y a des médiateurs qui travaillent avec des cartels de drogue notamment, ce qui pourrait nous relier parce que ça se passe pas mal dans des prisons. Donc voilà, et moi je travaille en fait dans des situations où on est saisi par des groupes ou par des États, principalement dans des situations de conflits intra-étatiques, qui sont donc des conflits armés. Ça peut être des conflits qui arrivent très localement ou des conflits qui ont pris une certaine étendue.
ça peut être des conflits qui concernent des groupes qui sont considérés comme non légitimes ou des groupes au contraire qui sont très installés dans le temps et dans la durée avec une identité bien marquée. Et donc nous, notre travail, il est de créer un espace assez classique de médiation, de ce qu'on appelle de la transformation de conflits habituellement, c'est-à-dire d'essayer de convaincre ces acteurs de venir s'asseoir à la table, d'accepter de passer par des processus de négociation. Voilà, ça prend parfois beaucoup de temps. Et je dirais un petit peu comme ce qu'on vient de dire, la plupart de nos conflits sont souvent déjà enregistrés, pas toujours, pas systématiquement. Mais la notion du temps et la notion de la construction de l'image de l'autre dans la durée et du fait qu'elle va être à un certain moment quasiment devenir identitaire, c'est-à-dire que l'autre est devenu, en dehors de la réalité même qu'il peut représenter dans un groupe humain, un adversaire, un ennemi qui devient en fait important pour sa propre identité, c'est quelque chose qu'on rencontre finalement assez souvent. Et on a aussi des situations dans lesquelles l'histoire de la violence peut vraiment s'étaler sur des générations. Et donc cette histoire de la violence, toute la question pour nous, c'est est-ce qu'on va travailler à un temps donné, qui est celui de la médiation, avec un conflit très circonstancié pour lequel on est appelé, ou bien est-ce qu'on ouvre un petit peu la boîte de Pandore et puis on va creuser et regarder les strates antérieures. Il y a un rapport au temps, en tout cas, je ne sais pas si ça ressemble à un kyste, mais en tout cas, on peut avoir des couches successives. Donc une des difficultés, oui, va toujours être de voir est-ce qu'on est sur un premier conflit qui est naissant, ou bien est-ce qu'il y a eu des constructions qui se sont établies dans le temps, parfois courtes, souvent assez longues, qui viennent nous compliquer la tâche parce que il y a des gens qui parlent de fantômes en médiation aussi. On a des gens qui ne sont pas dans la salle, mais qui y sont quand même. Et donc, il y a une espèce de mémoire collective à laquelle le médiateur lui-même n'est pas forcément formé, où il n'est pas forcément conscient de la présence de ces acteurs passés. Et donc, voilà, ça peut prendre du temps. Et donc, ça peut être assez vite piégeant. Après, quand on les observe de l'extérieur, on vient souvent dans des étapes où il y a une violence par définition. Et quand on arrive dans ces séquences-là, on est quand même pris par l'urgence qui correspond à essayer d'emmener les parties à au moins un premier cessez-le-feu. Je donne des exemples très simples que vous connaissez tous. On travaille au Darfour. Bon, il y a eu un processus, le conflit est assez ancien en fait, mais on va dire il remonte à peu près à 2003, 2001-2003 pour le conflit qu'on connaît, avec ce que certains ont caractérisé comme un génocide. On a eu des étapes de négociation assez rapidement, de médiation avec pas mal d'acteurs régionaux. Et puis à partir de 2008 et surtout à partir de 2012-13, il a semblé qu'il y avait une accalmie. Bon, et là, on revient en 2023 à des violences qui sont supérieures à celles qu'avait connues la région. Et on a vécu à Al-Génina dans les semaines qui viennent de passer des massacres qui renvoient vraiment à ce qu'on avait connu avant. Donc, pour tous ceux qui avaient cru que justement c'était pas trop enquisté, on était sur des questions qui touchaient à des territoires, à des éleveurs, à quelque chose assez connu, ben on se rend compte que l'irruption de la violence est quelque chose d'extrêmement violent en termes d'image, des quartiers encerclés, des éliminations ciblées de populations entières. Ben voilà, ce travail qui avait été fait par ces médiations successives entre 2003 et on va dire 2019, ben en fait tout était resté comme dans un piège. Enfin, c'est sorti comme avec énormément de force en quelques semaines, en quelques jours. Voilà. Donc, ça pose quand même un certain nombre de questions. On ne peut pas ne pas penser à l'actualité immédiate en écoutant ces questions de conflits sous-jacents et profonds. Florence, c'est quoi ton expérience à la Poste de conflits un peu durs? Bonjour à toutes et tous. Donc nous, on intervient sur la relation au travail. Donc on est un peu moins sur des choses violentes de ce type-là. Et moi, j'ai une croyance, ou en tout cas une conviction, je crois à la médiation. Donc je me dis, quoi qu'il en soit, on y va. Et quand j'entends le mot enquisté, profond, trop enquisté, trop profond, qui me le dit? Le mandant, le commanditaire? C'est sa représentation. Enfin, quoique, parce qu'il a envie quand même que quelqu'un vienne sur cette situation. Donc,
Je me dis on y va parce que la médiation c'est un processus responsable. Donc à un moment, il y a un sujet, il y a une tension, on y va, et les médiés sont des personnes responsables, et à un moment donné, au fur et à mesure de l'avancée de la médiation, ils feront leur choix. Puisque nous passons par des entretiens individuels et des rencontres collectives, enfin des rencontres en face à face. Donc à un moment, on verra lors de l'entretien individuel si l'envie est là, en tout cas, l'envie c'est un bien gros mot, mais en tout cas l'énergie pour se dire que ce qui est actuellement est trop lourd et j'y vais pas. Donc pour ce mot de profondité que j'aurais pu porter il y a quelques années, puisque maintenant ça fait plus de 7 ans que j'exerce, je ne sais plus à combien je suis de médiation, mais des centaines, plusieurs centaines, et donc en fait je lâche. C'est leur histoire et on accompagne, et donc on y va. Donc ce mot de profondité, ok, effectivement c'est plus difficile quand à un moment ils en sont à la dernière étape et que c'est l'autre qui est le problème, mais ça se tente. C'est vraiment, enfin j'ai tellement assisté à des choses, parfois je mets le mot miracle, mais c'est incroyable l'humanité qui peut se dégager, donc on y va. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bon, écoutez, j'étais surpris moi quand on m'a invité, mais j'étais ravi aussi, parce qu'en fait, l'interrogation qui m'a été proposée en participant à cette réunion ce soir, c'est de me poser la question, est-ce que j'ai déjà participé à des médiations enlisées et enquistées? Je m'étais jamais posé la question, en fait. Et du coup, ça m'a forcé à faire un peu un point sur les 13 années qui viennent de se passer, de pratique, depuis que j'ai démarré la médiation. Voilà, en 2008. Enfin, je suis au champ social, je suis à la cour d'appel depuis 2010. Et bien, vous savez qu'au champ social, c'est le droit du travail à la cour d'appel. Systématiquement, l'argument qu'on nous met en contradiction par rapport à la proposition de médiation de la part des magistrats, alors, c'est les avocats qui nous disent ça, mais parfois les parties, mais vous savez, on appelle, c'est trop tard. Il y a déjà eu première instance, il y a déjà eu l'appel, il y a des juges majeurs, puis alors vous savez, les procédures à Paris, entre le CPH, bureau de conciliation, bureau de jugement, pour ceux qui connaissent un peu l'appel, machin, c'est 4 à 5 ans. Quoi. Donc au final, c'est trop tard. Quoi. Voilà. Bah, conclusion, moi j'y suis là-bas depuis le 14 décembre 2009, j'y suis toujours, je ne vous raconte pas combien j'ai fait de médiation, mais j'ai une stat là ici qui date, donc qui concerne rien que le dispositif des chambres sociales depuis entre 2010 et 2020, on a fait 2440 médiations et 7 sur 10 aboutissent à un accord. Alors je ne sais pas si c'est tous des vieux dossiers, des vieux conflits enlisés, enquistés, voilà, non, c'est pas le cas. Mais en tout cas en matière de procédure judiciaire, c'est pas 50 procédures judiciaires qui empêchent de faire une médiation. Et j'ai même fait des médiations de retour de 2 cassations. Donc ça c'est 10 ans de procédure. Bah ça marche pareil. Voilà. Donc l'argument qui consiste à dire il est trop tard pour faire une médiation, personnellement je ne vois pas d'où il vient. Je ne vois qu'une seule raison, c'est le modèle économique qui dit que certains n'ont pas envie d'aller en médiation, puis c'est tout. Voilà. Mais à part ça, bon, j'en vois pas d'autres, personnellement. Alors après, il y a quand même eu un intérêt pour le questionnement des vieux dossiers, les vieilles affaires bien qui datent de certaines années. Si je reste dans le domaine du droit du travail, je dois reconnaître le premier que lorsque une proposition de médiation est faite au moment de la saisine du CPH, par exemple, quelle que soit l'ancienneté du conflit, alors au moment de la saisine ou au moment de l'appel, c'est-à-dire où il n'y a pas eu de jugement, où il n'y en a eu qu'un. Là, c'est 100% de réussite en matière de résultat. C'est impressionnant. Et je ne suis pas le seul à dire ça. Donc, quelque part, il y a quand même un peu un lien entre le fait d'aller en médiation à un certain moment ou à un autre moment. Voilà, on ne peut pas le nier. Quoi. Voilà. Mais bon, j'ai aussi fait partie d'une autre juridiction pendant quelques années qui s'appelle le juge de l'exécution. Alors, je ne sais pas si les avocats, c'est sûr, ils connaissent, les autres peut-être pas. Le juge de l'exécution, il est saisi quand les jugements au civil n'ont pas été exécutés. Donc il y a une juridiction spéciale qui existe depuis les années 90 et qui récupère les dossiers dont les jugements n'ont pas été exécutés, et celui qui veut bénéficier du jugement, eh ben, il saisit cette juridiction-là. Autant dire que c'est nécessairement des vieux dossiers et très enquistés, un niveau de conflit impressionnant. Quoi.
puisqu'il y en a un des deux qui était condamné et qui n'a tout simplement pas exécuté. Donc là, ils s'en foutent pas. Voilà. Et là, je peux vous dire que les gens sont montés. Voilà. Et donc, le juge de l'exécution, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il juge, enfin, il rejuge le dossier, mais pour forcer les gens à exécuter le jugement, en fait, il condamne à des astreintes. Et c'est des astreintes journalières. Ça, c'est le principe du juge de l'exécution. Donc, ça veut dire que si jamais le juge dit, bah, finalement, le premier jugement, il était bon, donc maintenant, bah, vous avez exécuté. Quoi. Voilà. Et puis, chaque jour qui passe, vous n'avez pas exécuté, c'est 10 €, 50 €, 100 €, 1000 € qui passent, boum, 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 ça s'accumule. Et les gens continuent de ne pas exécuter. Voilà. Et il y a un juge qui avait pris de courage à un moment donné, qui a proposé la médiation. Voilà. Alors, on était une petite demi-douzaine à l'issue des chambres sociales d'ailleurs, et on a fait ces médiations-là. Je me suis retrouvé dans les dossiers, je ne vous raconte pas. Bah, ça marche pareil. Voilà. C'est compliqué, c'est sûr, c'est chaud, mais ça fonctionne. Voilà. Quand même, il faut mettre du sien. Voilà. J'ai d'autres trucs à dire, peut-être aussi. Merci. Donc je vois qu'il n'y a pas forcément de controverse. J'ai l'impression que mes 4 intervenants me font, ont l'impression, mais je ne sais pas si c'est une croyance, et on va peut-être essayer quand même d'aller un petit peu plus loin, que finalement, quel que soit l'endroit où on se situe dans l'escalade du conflit, la médiation peut être envisagée, est envisageable dès lors que les personnes sont responsables et décident d'elles-mêmes, etc. Mais j'ai quand même envie de poser la question de savoir si on y va de la même manière, ou en tout cas, c'est quoi les points d'attention? Parce que j'ai quand même en tête, moi j'ai beaucoup moins d'expérience que vous, mais j'ai quand même en tête des situations avec des personnes prêtes à aller en médiation, mais un peu se sentant aussi un peu obligées de le faire, dans des situations très difficiles où la médiation, j'avais l'impression en fait, venait appuyer sur ce qu'ils faisaient mal, enfin voilà. Donc je pense que d'une certaine manière, il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre de j'y vais, mais comment je tiens compte de ça. Je ne sais pas si Muriel, il y a des choses que tu as envie de dire là-dessus, sur le comment tu y vas. Moi, je fais énormément d'entretiens individuels. Donc, en fait, pour vous montrer un peu le cadre de travail, ce sera peut-être un petit peu plus simple pour vous. Donc, les demandes sont faites soit par les personnes détenues, soit par les membres de la famille à l'extérieur. Ce sont eux qui viennent. Il n'y a pas de caractère obligatoire par les accompagnants qui sont les CPIP, mais ils peuvent leur proposer de venir vers moi pour une médiation. Et donc, je vais recevoir la personne qui est détenue en détention et j'aurai la personne, le membre de la famille à l'extérieur, soit en visio, soit parfois au téléphone, soit physiquement, parce qu'elles sont parfois éloignées des familles. Donc je vais faire beaucoup d'entretiens individuels pour pouvoir effectivement aller trouver la personne là où elle se situe, où elle est en fait. Je pense que c'est ça la caractéristique de cette médiation. Quand tu dis beaucoup, tu dis juste pour avoir un ordre de grandeur? Par exemple, j'ai une médiation, ça fait 10 mois que je la prépare. Donc ça fait un nombre d'entretiens, un rythme une fois tous les 15 jours à peu près, je ne sais pas compter en fait, donc ça fait un certain nombre d'entretiens. Alors c'est un contexte particulier, violence intrafamiliale effectivement, mais quand je dis que je fais de la médiation familiale en milieu carcéral, je fais vraiment de la médiation familiale, hein. Je ne fais pas de la médiation restaurative, donc vous avez pu entendre parler actuellement, moi je suis vraiment sur le familial. Donc là, même si c'était une violence intrafamiliale, on parlait du familial. C'était ça. Donc voilà, c'est un contexte particulier. Donc je vais faire des entretiens individuels pour aller trouver chacun des membres de la famille, donc là où ils se situent. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais peut-être pas être tout de suite sur la question de la médiation. Je ne rencontre pas sur on va aller en médiation, vous savez ce que ça veut dire, il va falloir vous bouger, etc., que vous acceptiez de rentrer en contact avec l'autre, que... Non, c'est où vous en êtes. Comment vous vous sentez, comment vous vous trouvez, et qui vous êtes, en fait. Moi, je vais chercher à savoir qui j'ai en face de moi. Comment la personne, elle est, et comment elle fonctionne. Donc, je disais tout à l'heure que je fonctionne pas mal avec la théorie de l'attachement. Je vais savoir si j'ai quelqu'un qui est d'accord pour être présent, qui n'a pas trop de difficultés avec ses émotions, qui n'est pas dans la négation de son ressenti, etc.
Donc c'est tous ces aspects-là que je vais travailler et je vais vraiment être dans son écoute à elle. Parce qu'elle a des choses à dire parfois qu'elle n'a pas eu l'occasion de dire ailleurs et qui sont difficiles. Elles sont aussi difficiles à entendre pour moi. Donc ça, c'est un des aspects que je travaille énormément aussi. Parce qu'effectivement, il y a des fois, je suis assez interpellée, je dirais, de ce que je peux entendre, parce que la nature humaine, elle est sans limite, en fait, je crois. Donc, du coup, on entend des choses qui interpellent, d'où l'intérêt de l'analyse de la pratique, de la supervision, etc. Mais voilà, je pense que le gros travail qui est important pour aller en médiation, pour arriver à entrer dans ces médiations, c'est vraiment aller trouver la personne où elle est. Et de ne pas l'embarquer tout de suite sur on va en médiation. Et juste pour bien comprendre, est-ce qu'au bout du compte, à un moment donné, tu penseras possible de les mettre autour de la table, ou est-ce que ça peut arriver de ne même pas les mettre autour de la table? Alors, les deux. Parce que parfois, en fait, c'est pas nécessaire de mettre les gens en entretien plénier pour que la médiation aille porter ses fruits. Bien au contraire, d'ailleurs. Parfois, c'est nécessaire. Et ils sont demandeurs pour le faire. Donc je le fais, s'il y a cette demande, on le fait. Mais c'est pas, en fait, c'est pas à ces moments-là qu'il y a. J'ai des collègues qui me disent ah oui, non, mais l'entretien commun, c'est là que tout se passe, etc. Moi, je suis vraiment pas persuadée de ça, en fait. Mais ça peut arriver, effectivement, qu'il y ait des situations où il y a ces entretiens communs. Puis j'ai eu des médiations aussi qui ont abouti, qui se sont maintenues dans la durée, où les personnes m'ont dit jamais on se rencontre. Un peu comme tout à l'heure, on a à peu près sur peut-être qu'il y a une différence nous sur les conflits armés, c'est qu'on parlait de responsabilité des parties, et ce qui va nous déclencher, c'est que dès qu'on va entamer un processus et qui va être connu à l'extérieur ou qu'il va y avoir des tiers qui sont informés, que ce soit des familles ou des groupes beaucoup plus larges, ça va avoir un impact très fort avec beaucoup d'opposition. Alors, et donc la perspective d'une entente va réveiller énormément de choses, et donc en fait c'est parfois le début du processus qui paradoxalement va ensuite beaucoup plus nous compliquer la tâche, puisque la perspective d'un accord, par exemple, s'il advient, ou simplement la reprise d'une discussion ou le fait de les mettre ensemble dans la même pièce, parfois effectivement on ne le fait pas du tout, mais cette perspective-là déjà passe très mal. Alors nous on est victime de tout ce qui est médias sociaux, tout ce qui est téléphone. Et donc, on va avoir très très vite quelqu'un qui va écrire, quel que soit l'âge d'ailleurs, c'est pas que les plus jeunes, des documents qui vont sortir, des gens qui. Ça part dans la presse, et on peut avoir vraiment une montée en puissance comme ça. Alors, ça ne parle pas nécessairement de ce qui s'est passé, parce qu'ensuite c'est déformé. Et donc, on peut avoir ensuite des groupes très importants, des forces très importantes qui vont tirer les parties qui étaient à la table, ou qui n'étaient pas encore à la table mais qui étaient en phase de préparation, qui vont essayer de faire que ça n'arrive pas, en fait, que ça ne se prolonge pas. Donc c'est là qu'on a besoin quand même, nous, de beaucoup de temps. Parfois c'est plutôt des années que des mois. On peut vraiment avoir des processus qui portent sur des années. Là on a une ville qui a été en partie détruite dans le sud de la ville, qui s'appelle Mourvouc. Le conflit a commencé, alors il était très latent depuis des années, je dirais depuis les années 90. Il a vraiment explosé en 2019-2020. On a eu les premières phases de discussion entre les deux communautés qui se sont combattues, qui composent le gros de la population. Et puis là, depuis 2021, on est dans un temps qui est le temps que ça puisse être acceptable d'envisager pour la communauté qui est sortie, de simplement parler et de s'asseoir avec l'autre. On est dans des questions de légitimité, c'est souvent un truc très bloquant chez nous. C'est l'idée même de concéder une légitimité à l'autre partie en venant s'asseoir avec elle, c'est ça qui va être bloquant. Il y a énormément de choses qui touchent au symbolique. Il y a des gens qui sont morts, il y a toutes les deuils. Mais voilà, le groupe va tirer les organisations, tirer les individus qui étaient au départ moteurs de ces processus. Et donc c'est là que pour nous c'est compliqué, parce que ces groupes, on ne peut pas nécessairement les atteindre. Vous ne pouvez pas inviter une communauté très large autour de la table. Parfois, c'est des gens dans la diaspora. Là, on travaille sur la Somalie, sur un conflit. C'est des chauffeurs de taxi dans le Minnesota qui envoient de l'argent aux combattants. Voilà. Ces gens-là ne sont pas
toujours aisés à identifier, et c'est souvent les plus durs en fait. Et donc voilà, après, on parlait de responsabilité, c'est partie de savoir ce qu'elles veulent. Donc c'est aussi à elles de déterminer à un moment en interne, à travers des discussions sans doute très dures parfois, est-ce qu'elles acceptent ou non d'en passer par ce type de processus plutôt que par une perpétuation de la violence. Et là, nous, on peut les accompagner, on peut les aider, mais in fine, c'est bien une question un peu de leadership qui fait qu'à un moment, il y a quelqu'un qui prend à bras-le-corps le sujet et qui porte avec toutes les critiques qui va suivre. Mais donc oui, je pense que le temps, en tout cas, la préparation, le temps, et le fait d'avoir, peut-être je rajouterais des guides pour nous, parce qu'on n'est pas avec des individus isolés, d'avoir des gens qui vont nous aider dans ces étapes de préparation à bien identifier les pièges, les endroits où il ne faut pas tomber, et à comprendre ce qui est dit, même quand, ou ce qui n'est pas dit, quand on vient de l'extérieur, c'est pas toujours évident. Voilà. Alors moi, la question que ça me pose, et peut-être que Guy et Florence ont envie de réagir là-dessus, c'est si je comprends bien, ça veut dire que ce type de situation exige plus de temps, plus d'entretien, plus de travail avec les uns et les autres, au point, me dit Marielle, que la rencontre peut ne pas être une étape de la médiation. Et moi, ça me bouscule un peu parce que d'une certaine manière, la médiation, c'est l'envie de se rencontrer des gens. Enfin voilà. En tout cas, je trouve que ça questionne alors à ce moment-là de quel processus il s'agit, qu'est-ce qui se passe du côté des personnes. Si au bout du compte, finalement, il y a médiation sans qu'il y ait rencontre. Ça, peut-être qu'on y reviendra. Est-ce que ça vous inspire, vous, cette question de comment on y va? Parce que toi, Florence, tu y vas, mais comment tu y vas? J'y vais en les suivant. Ils sont prêts. S'ils ne sont pas prêts, je fais comme Muriel. Plusieurs entretiens, 5, 6, ça peut aller jusque-là. Parce que si réellement il y a quelque chose qui bouscule leur vie, mais qu'en même temps ils ne sont pas prêts à rencontrer l'autre. Parce que l'envie, elle doit venir d'eux, et en fait, au départ, ils ont rarement l'envie. Hein. Ils ont envie que le problème soit réglé, mais comme l'autre est dans le problème, c'est pas forcément la rencontre, c'est pas le rêve de leur vie à ce stade. Donc, j'utilise un mot que j'aime bien du CNAM qui est on fait médiation. Du coup, ça me sécurise. Je suis pas tout à fait dans le process, je suis dans la posture du médiateur, mais je ne suis pas dans le process tel qu'on peut le décrire. Et donc, à ce stade, il est possible qu'à un moment, pour une des parties, auquel cas j'abandonnerais s'il y avait rencontre interpersonnelle quand c'est deux ou collectif, j'agis autrement, mais pour une des parties, on évolue vers ce qui s'appelle une médiation singulière. Jusqu'à un moment qu'elle traite son histoire, qu'elle traite son sujet, et si après, soit elle l'a traité, soit elle ne l'a pas traité, et auquel cas, s'il y a une suite, elle est prête à aller vers autre chose, je cède la place à une de mes collègues qui, elle, n'a pas eu ce lien privilégié et donc peut-être acquis une distance, qui n'a plus la distance nécessaire. Donc moi je me suis exonérée d'un certain nombre de choses en disant je fais médiation, je ne suis pas dans le process pur, et donc il peut ne pas y avoir rencontre parce qu'elle a fait le travail suffisamment sur elle-même pour aller en conscience chercher ces moments d'apaisement. Ça peut être le cas ou ça peut ne pas être le cas. Donc moi je suis tranquille sur le fait que je ne suis pas pure dans la pratique, mais je suis pure sur l'éthique. Bon, la question c'est comment entrer dans la médiation en fait. Comment démarrer, comment mettre les choses en place, tout ça. Rapidement. Oui, voilà. J'essaie de comprendre, parce qu'en fait c'est un vrai exercice intellectuel. Bon, moi je suis formé à la médiation humaniste, c'est un peu pour ça qu'on m'a invité, d'après ce que j'ai compris. En fait c'est un peu toujours le même modèle, donc je ne me pose pas de limite de questions quant à savoir comment je dois y prendre, c'est un peu toujours pareil. Donc il y a toujours des entretiens individuels, très individuels, où moi je vais dans le fond des choses, personnellement, avec les personnes le plus loin possible. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait la médiation humaniste d'ailleurs, je ne peux pas la vérité. Mais j'aime bien pratiquer comme ça, avant de réunir les gens. Voilà. En fait, c'est un exercice d'écoute, l'entretien individuel. Et d'écoute parfois très profonde. Ça dure une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie, c'est pas limité dans le temps. Voilà. Et je vais jusqu'où la personne a envie d'aller. Et si elle veut aller très loin, ben on va très loin. Voilà. Donc elle me raconte sa vie, me raconte toute son histoire, en lien avec la situation ou pas, peu importe. Moi ce qui m'intéresse, de toute façon, c'est pas son histoire, c'est ce qu'elle a vécu. Si elle a vécu,
qui est là. Voilà. C'est ça qui a besoin de s'exprimer. L'histoire en elle-même, c'est un prétexte, tout ça. Bon, voilà. C'est d'abord des entretiens individuels de ce type-là. Et au cours de ces entretiens individuels qui servent en fait un peu à lâcher la cocotte minute, la pression liée au conflit, donc ça c'est un peu mon objectif, même s'il n'y a pas d'intention claire par rapport à ça, c'est juste permettre à la personne de s'exprimer. Mais en même temps, si elle est volontaire pour aller en médiation, j'ai besoin de connaître sa motivation pour le fait d'aller en médiation. Qu'est-ce qui fait qu'elle a accepté d'y aller? Voilà. Quelles sont ses raisons profondes? En plus du fait qu'elle est en souffrance, souvent c'est le cas, les gens en médiation ne sont pas heureux généralement. Donc quelles sont ses motivations profondes, sachant que c'est un acte volontaire, on ne peut pas forcer quelqu'un à aller en médiation. Donc ça me semble important de savoir ce qui la motive, en fait d'accepter une proposition qui lui a été faite, et généralement c'est pas moi qui l'ai faite la proposition, donc elle vient d'un biais autre. Donc c'est aussi de bien expliquer ce qu'est la médiation, en quoi ça consiste, les enjeux, en plus de toute cette histoire d'écoute dont je vous ai parlé juste avant. Donc vous voyez, c'est des entretiens qui prennent du temps, d'aller au fond des choses. Donc connaître la motivation, et également clarifier les intentions. Pourquoi est-ce que c'est lié à la motivation, mais quelle est l'intention la plus profonde derrière? Est-ce que je veux vraiment régler le problème avec l'autre? Est-ce que je veux récupérer de l'argent? Est-ce que je veux lui régler son compte? Est-ce que je veux régler une vengeance? Est-ce que je veux vraiment passer à autre chose? Parce qu'en fait, je me suis dit avec la pratique que finalement, la fin de la médiation, elle dépend aussi beaucoup du début. Voilà. Et le début, il conditionne un peu la fin aussi. Voilà. Donc c'est aussi une façon d'anticiper. Je continue. Moi, j'aimerais bien, si tu veux bien, j'aimerais bien revenir sur un point qui a été abordé par plusieurs d'entre vous, qui est finalement, je travaille avec chacun, je passe du temps avec les uns, les autres, etc. Et d'une certaine manière, je les emmène quelque part. Et ce faisant, je crée les conditions où je conduis je facilite un processus de médiation. Mais alors, Muriel, dans ton exemple, où il n'y a pas de rencontre, dans une médiation familiale, s'il n'y a pas de rencontre, c'est quoi l'objet? Enfin, qu'est-ce qui te fait dire que tu as fait médiation? C'est pas clair pour moi en fait. Alors, donc la médiation se passait entre un père et sa fratrie d'enfants, dont une des enfants était victime d'inceste. Et donc la question posée était effectivement des questions autour de comment ses parents avaient été parents, et particulièrement comment ce père avait été père. Donc des questions très familiales en fait, et sur des choses qui étaient voilà, des événements qui étaient repris, et donc ce qui me fait dire qu'il y avait une médiation, c'est que la question aussi c'était est-ce qu'on allait pouvoir reprendre une relation, puisque quand même la médiation familiale c'est ça la question, c'est la question de la relation. Le côté pragmatique de la médiation, c'est si on fait relation, comment on fait relation. Et donc finalement ils sont arrivés sur le fait que ce ne serait pas possible. Et tout le monde est beaucoup plus serein, tout le monde est beaucoup plus apaisé, et monsieur va pouvoir sortir et démarrer un autre morceau de sa vie. Et puis les enfants, ils vont pouvoir, les enfants qui sont des adultes aujourd'hui, ils vont pouvoir vivre leur vie plus sereinement, sachant que leur père est sorti. Voilà. Et que les choses qui étaient au niveau familial ont été réglées quand même de leur point de vue. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit. Je ne vais pas aller gratter si c'était la réalité. Je ne fais pas de la thérapie familiale. Donc, et c'est ça qui me permet de dire en fait que la médiation, elle a abouti. Ils me l'ont dit. Qu'effectivement, ils se sentaient plus apaisés, qu'ils étaient plus au clair avec eux-mêmes par rapport à ça et qu'ils savaient comment ils allaient pouvoir fonctionner. Parce que c'est quand même un gros enjeu, les sorties d'incarcération dans certaines situations. Donc voilà, c'est ça qui me permet de dire pourquoi. Donc j'imagine que dans les conflits armés, ça doit arriver aussi souvent que finalement la rencontre n'est pas...
pour la photo seulement, mais on a fait toute une médiation séparée pendant des mois sur un autre conflit. Et à un moment donné, on a eu des longs débats sur comment ils allaient rentrer dans la salle, est-ce qu'ils rentraient, est-ce qu'ils se parlaient, qui rentrait le premier. Ça a pris un temps considérable. Et un certain nombre de combattants notamment disaient non, on ne peut pas les rencontrer. Et d'autres disaient bah, si vous ne nous serrez pas la main et qu'on n'a pas un échange, bah, alors c'est pas la peine. Donc c'était assez compliqué. Et in fine, on l'a fait avec des volontaires. Donc, seulement des volontaires sont venus faire cette partie-là. Et moi, ce qui m'a vraiment surpris, j'ai visité cette ville après. C'est un peu dangereux, c'est dans le sud de la Libye, c'est pas un endroit très touristique. Mais j'ai voulu voir en fait ce que c'était. Et je suis allé sur place, j'ai bien retrouvé la ligne de front parce qu'il y a encore beaucoup de destruction visible. Mais ce qui était frappant, c'est que la ville était coupée en deux. Et le jour où ils ont dit on arrête, ben, c'est un peu ce que je disais, ils se sont remélangés. J'ai visité le collège, il y a un lycée et autres. Tous les gamins des deux communautés sont ensemble. C'est pas un sujet. J'ai été dans des commissariats où ils coexistent militairement les deux communautés côte à côte, mais ils se parlent pas beaucoup, ou pas du tout. Ils se côtoient à peine, ils ont leur marché, ils ont leur... voilà. Mais effectivement, mais ça n'a jamais, c'est en 2015, on est en 2023, ça n'a jamais repris. Et donc effectivement, il n'y a pas eu des retrouvailles au sens un peu gaulois du terme, voilà, il y a eu un grand banquet à la fin. Mais c'est leur façon de faire la paix. Et donc ça aussi, je pense qu'il faut qu'on aille avec ça. Si c'est avec ça qu'ils voulaient aller, voilà. Et ils se sont mis, je dirais même un peu dans le sens de ce que tu disais, ils se sont aussi mis d'accord sur le désaccord. Parce qu'à la fin, ils ont dit, voilà, ils ont sorti des trucs que nous, on n'avait pas du tout vus au départ, des éléments qui expliquaient en fait leurs intentions pour certains. Ce qui fait qu'ils n'ont pas signé le texte définitif parce que l'autre communauté a dit non, ça, nous on ne fait pas. Ce que vous voulez faire, parce qu'il s'agissait de manger une troisième partie, on va dire. Et ils ont dit ça, nous on ne fait pas. Ça a beaucoup irrité l'autre partie, mais à la fin ils se sont dit ok, on se comprend sur le fait qu'on ne se comprend pas. Et ça va comme ça. Voilà. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que j'avais des spécialistes du cessez-le-feu avec moi qui m'ont dit ça ne va jamais marcher. Il n'y a pas de mesure de confiance, c'est trop rapide, ça ne peut pas fonctionner. Le moment où ils ont décidé que c'était fini, ils ont tout enlevé, tous les véhicules, les armes lourdes, ils ont tout tiré, et c'était terminé. Donc là aussi, je pense qu'il faut que nous, on soit super modeste sur, en termes de méthodologie, pas toujours avoir une espèce de modèle qui serait le bon modèle de la médiation. Il y a plein de documents sur la médiation internationale. Et accepter que, n'en déplaise aux experts, les parties, elles ont leur manière de se mettre d'accord sur l'accord ou sur le désaccord. Et puis, il faut les... Voilà. Je ne sais pas si c'est nous qui les emmenons. Je crois que c'est quand même beaucoup eux qui nous emmènent. C'est quand même beaucoup eux qui nous emmènent. Ils nous utilisent parce qu'on crée les conditions qui font qu'ils peuvent le faire. Mais c'est beaucoup eux quand même qui tracent le chemin. Quand on regarde après dans le rétroviseur, je trouve qu'ils avaient tous déjà un peu une idée de là où ils nous ont. Ça colle ou ça colle pas, mais si ça colle, on faut être très modeste, je trouve, sur notre impact là-dedans. Est-ce que ça veut dire, en vous écoutant les uns et les autres, et peut-être que vous avez envie de réagir à ce que les uns et les autres disent, mais que la peur du médiateur qui serait que les choses empirent, enfin finalement, je pense que c'est une peur fréquente chez les médiateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes comme dans Astérix, c'est-à-dire que vous vous sentez complètement vacciné de cette peur-là, ou comment? Je ne sais pas si vous avez réagi sur ça. Parce qu'on l'entend quand même, hein, la peur que les choses finalement s'enveniment encore plus, qu'en voulant faire le bien, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans les discussions qu'on peut avoir sur la médiation. Et si ça rallumait, si ça faisait pire, c'est pas bref. Donc vous, en fait, j'entends que vous êtes tranquille là-dessus. Florence, tu as l'air hyper tranquille. Oui, en fait, moi, je veux pas leur... la peur, non, c'est pas ça. Et puis, je veux pas leur bien, en fait. C'est leur histoire. Ils se rencontrent dans une histoire, et moi, j'ai essayé d'accompagner. L'autre fois, je regardais, alors je ne pratique pas, mais je regardais ce qui est écrit sur le tango argentin. Et le tango argentin, il y a de la technique, et après, il y a plein d'improvisation au milieu, à l'inverse, paraît-il, de la danse classique. Et bien, la médiation,
c'est tout en souplesse, ça suit. Et bien sûr que s'il se passe quelque chose et que, bon, évidemment, moi, j'aime mieux pour eux parce que ça a du sens, que les choses se passent bien dans l'absolu. Et pour moi, parce que quoi qu'il en soit, voilà, j'ai aussi mon mot à nourrir. Mais aujourd'hui, quand quelque chose se passe d'une certaine façon, je le prends comme une expérience, pas comme un échec. Ce que j'ai ressenti au début des médiations, et t'as pas fait ci, et t'as pas fait ça, toi tu aurais été comme ça, etc. Et franchement, il se passe des choses. Moi, puisque vous citiez des exemples, j'ai eu une médiation, c'était 6, une vis-à-vis d'un autre, les deux refusant de se parler, parce qu'au début, je dis une interperso, on va commencer par l'interperso, puis on traitera le reste après. Refus, il est comme ci, elle est comme ça, puis de toute façon, elle a tout le temps été comme ça, puis tout le monde dit la même chose que moi. Ok, bon, pas de rencontre interperso. Je fais les entretiens individuels avec les 4 autres. Oh, ben elle est comme ça, donc j'arrive à 1 contre 5. Dans les propos, je me dis, voilà, on se dit que là, un truc, c'est pas agréable. Je vais pas les faire se rencontrer tout de suite parce qu'ils sont pas en mesure de se parler. Je veux faire un atelier formation. Je vais parler d'autre chose. Je vais parler de la CNV, je vais parler de je sais pas quoi, enfin, je vais parler d'autre chose. Donc, j'ai parlé d'autre chose pendant 3 heures. J'avais eu des entretiens individuels avant. Bon, à la fin, ils s'en mettent une, donc voilà, ça se termine. Mais je leur dis, on va se revoir. Je laisse le temps passer, donc les deux qui ne s'entendaient pas étaient comme ci, étaient comme ça, donc une valse de jugement, hein, enfin une vague de jugement. 1 mois après, une rencontre collective, ils avaient réfléchi, ils avaient travaillé, ils étaient les meilleurs amis du monde, ils se disaient les choses, etc. Je n'ai pas été classique, hein. Je n'ai pas fait une rencontre collective, vous allez vous dire, je me dis, oh, ils ne sont pas partis là-dessus, je vais faire autrement. Et l'autre fois, j'ai eu pareil une situation où 2 femmes, j'arrêterai parce que sinon j'en aurais des masses, mais qui a priori était au départ une situation de racisme. L'une aurait dit à l'autre, ça pue l'arabe ici. Et l'autre, voyant une femme voilée arriver l'après-midi, lui dit, ben elle, tu ne dis pas qu'elle pue l'arabe. Donc on me dit, voilà, discrimination, sanction, les deux, etc. En fait, c'était pas ça. Hein. En creusant les choses, mon lui, il était d'origine capverdienne, se sentant africaine, mais ça n'avait pas d'importance, c'était pour elle, en final, bien sûr que ça n'aurait pas dû être dit, mais le sujet était ailleurs, il était sur une relation dégradée dans la relation de travail. Donc les représentations des étiquettes que l'on colle, on s'aperçoit tout de suite qu'elles sont différentes. Bon, j'en arrête avec les anecdotes. Bon, l'histoire des principes en médiation. Bon, il y a pas toujours de principes. Voilà, je viens de terminer une médiation, c'était il y a 2 semaines. Ils ne se sont jamais rencontrés, ils sont tombés d'accord. Voilà. C'est contre tous les principes de la médiation. Pourtant, j'ai bossé pour qu'ils se rencontrent pendant 6 mois. Ils étaient d'accord, hein. Sauf qu'il y a eu un problème d'agenda, côté entreprise, c'était le chaos total. J'ai changé 2 fois d'interlocuteur, les 2 se sont fait virer, enfin bon, bref, voilà. Du coup, on arrive à 2 jours de l'audience, et j'ai toujours pas réussi à les faire mettre autour de la table. Tout le monde était désolé, hein, mais tout le monde aurait bien voulu. Alors, c'était un cas de harcèlement très grave, monsieur machin, avec l'ancienne direction, tout ça. Et puis, je leur ai fait un écrit en leur disant, bah voilà, je vous donne 3 options. Soit on arrête la médiation là, et on dit que juste ça n'a pas abouti. Soit on demande une nouvelle ordonnance parce que j'étais au bout de mon temps et on repart sur une autre médiation. Soit je fais une navette entre vous, et l'option 2 et l'option 3 ne seront pas incompatibles. Voilà. Et ils m'ont tous répondu en disant on prend l'option 2 et l'option 3. Donc on continue la médiation et on fait une navette. Bon, d'accord. Donc du coup j'ai fait une navette. Voilà, qui a duré 2 jours. Mais j'avais tellement préparé les entretiens individuels avant pour qu'ils puissent se mettre autour de la table, parce qu'il y avait un gros brin, machin. Et cet homme qui avait souffert le martyre pendant plusieurs mois voilà, avant d'être licencié, ben en fait il était tranquille comme l'asile, et tout était très bien. Il a eu le montant qu'il demandait qui n'était pas abusif, beaucoup moins que ce qu'il demandait devant le juge, et l'entreprise a accepté, bêtement, ils ont terminé comme ça. Voilà. Donc il ne faut pas être plus royaliste que le roi, et j'en ai fait 2 ou 3 comme ça toutes ces années. C'est pas le lot principal naturellement, mais c'est comme voilà, ce qu'on disait, c'est juste on s'adapte aux circonstances et on fait avec ce qui se présente. Il n'y a pas mort d'homme, mais il y avait quand même une tentative de suicide à un moment donné. Bon, et chacun rentre chez soi et tout le monde est content. Voilà. Et après tout, qu'est-ce qu'on veut de plus? Merci Guy. Est-ce que vous avez envie de réagir sur cette question de la peur de... Ou est-ce que... Ouais. Non, moi je pense que la peur, mais en fait elle est plus liée au fait, enfin, en tout cas nous concernant, de faire rejaillir, parce que ce sujet c'est les conflits enquistés,
c'est que sur quelque chose qui au départ en surface peut sembler tellement grave, tout à coup il y a un mot qui est dit, pour le coup dans une rencontre, où nous on n'a pas forcément d'ailleurs la maîtrise du mot, c'est-à-dire je pense au mot territoire, c'était au sud Kivu au Congo, et le mot territoire était quelque chose d'extrêmement toxique, c'est un peu long à expliquer. Et donc voilà, la peur que tout à coup, un mot ou la phrase de quelqu'un puisse faire rejaillir toute une violence qui était en fait jusque-là maîtrisée parce que la rencontre n'avait pas lieu. Donc, je crois que c'est pas vraiment une peur, c'est en fait un truc, on sait que ça arrive très souvent, on est assez habitué. Et d'ailleurs, c'est pas tellement, je trouve, nous, les médiateurs qui sommes les plus stressés par ça, parce que là, je parle de groupe assez large. L'an dernier, j'ai eu plusieurs situations où on a 100, 150 personnes en salle, avec plusieurs groupes ou deux groupes. Et puis, à un moment, parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'il faut faire, ils vont essayer d'apaiser les choses. Il y a des vieux qui interviennent, qui font des trucs. Et puis, il y a un gars qui se lève qui dit non, mais tout ça, c'est des bêtises. Il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il quitte le pays parce que de toute façon, on est trop nombreux. Et donc, c'est pas qu'on les aide pas, c'est juste on va tous les tuer ou ils sont bons, mais c'est pas. Voilà. Et ça m'est arrivé 3 fois en peu de temps. Et en fait, ça crevait l'abcès, donc c'était très violent. Bien sûr, les vieux qui étaient là disaient non, mais tu peux pas dire ça. Écoute, c'est pas possible, quoi. Bon, mais au final, c'était dit et ça permettait d'avancer. Donc c'est vrai que tout à coup, il y a une espèce de grand stress dans la salle avec un flottement de « il est fou, il a dit ce qu'il ne faut pas dire », mais en fait, ils finissent quand même par dire ce qui n'était pas dit et qui a besoin d'être dit parce que c'est ça que les gens ont dans la tête. Et donc même si c'est très violent, même si parfois les mots utilisés sont un peu pas toujours bien choisis, mais de toute façon, je suis pas sûr qu'ils pourraient être. Je crois que c'est pas une peur du médiateur, c'est à la limite quelque chose qu'on attend un peu. Moi, ce qui me ferait plus peur, c'est que ça sorte pas et puis que ça reste dans les bilatérales, parce que dans les bilatérales, on entend plein de trucs, parfois simplement mais à l'extérieur de la salle, et c'est un peu frustrant que ça sorte pas. Oui, s'il y a la rencontre, autant que ça sorte. Mais c'est vrai que le moment où ça sort, il n'est pas toujours anticipé. Parfois, c'est des moments où on s'y attend pas du tout, parce que c'est en début, enfin, c'est pas le moment qu'on avait nous pensé, et qu'il faut, voilà, faut quand même garder. Mais je crois qu'encore une fois, ce qui va varier, et ça rejoint un peu ce qu'on dit les uns les autres, c'est aussi le fait qu'on ait le temps. Moi, je ne demande pas une ordonnance, mais c'est la même chose. Il faut qu'on ait le temps d'être confortable avec l'idée de les accompagner le temps qu'il faudra. Et ça, c'est quand même vraiment clé. D'avoir ce luxe de pouvoir se dire, eh ben, si c'est pas maintenant, c'est dans 3 mois, c'est dans 6 mois, et si c'est maintenant qu'il faut rester, on reste et on passe une semaine. Voilà, je crois que c'est quand même très important pour le médiateur de pouvoir avoir la main en termes d'organisation et de temps. Et ça me fait penser, vas-y. Alors, moi, j'aimerais évoquer un aspect qui était un peu éloigné de la peur, mais quand même qui pour moi, est difficile à gérer. Ce sont les interventions des autres professionnels dans la médiation et qui parfois me font peur, c'est vraiment le cas. Là j'ai une situation vraiment en tête et je suis plein dedans et c'est compliqué. Donc une demande de médiation de la part des 2 personnes et donc la personne qui est accompagnée à l'extérieur par une psychologue et la psychologue est carrément opposée à la médiation. Et donc là, elle me fait vraiment peur, quoi, parce que quand je l'ai au téléphone, j'ai le sentiment qu'en fait, elle s'identifie à la personne. Donc du coup, ça fait qu'elle dénigre la médiation, hein, on peut le dire comme ça. Elle dénigre la médiation, elle dit que c'était simplement une rencontre de 2 personnes. On va pas développer là. Et ça me fait peur parce qu'en fait, ça met les personnes qui ont demandé la médiation, et notamment la personne qui est à l'extérieur, qui présente une certaine forme de fragilité, hein, si elle est accompagnée, et je ne remets pas en cause l'accompagnement, mais donc ça les place dans une situation avec les professionnels, parce que donc la psy a téléphoné à l'avocat, etc. Donc ça commence à prendre des proportions, et ça, je trouve ça risqué pour les personnes qui vont venir en médiation et pour la médiation, en fait. Donc ça, c'est des situations où j'ai un petit peu peur. Je voulais te
te laisser le micro parce que je voulais que tu évoques un sujet que tu as évoqué tout au début, qui était en fait que toi, ton problème, c'était pas que le conflit était trop enquisté, c'était qu'il n'y ait pas de conflit. En tout cas, qu'il y ait une situation dans laquelle le conflit ne sort pas. Ça rejoint un peu ce que tu disais. Et je me demandais si vous pensiez que ça faisait partie des choses que pouvait faciliter le médiateur que d'aider le conflit à sortir. Et est-ce que justement ça passe par ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire les entretiens, etc. Mais en pratique, jusqu'où vous sentez de les emmener là pour le coup, parce qu'ils ont pas envie d'y aller, quoi. Donc là, vous n'êtes plus en suiveur, vous êtes un peu en moteur. Alors ça dépend, on va être d'abord en suiveur puis en moteur. Quand on va sentir qu'il y a un passage possible et devenir un moteur. Alors cet accompagnement, moi je le fais, moi ce que j'ai repéré c'est vraiment de sécuriser les personnes en fait. Donc naturellement c'est le cadre, vous connaissez la chanson, et donc bien respecter notamment la confidentialité pour un certain nombre de personnes, on est au milieu carcéral, donc il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et vraiment déterminer leur modalité de fonctionnement et aussi pouvoir donner de la place et toute la place à leur parole, apprendre quelque part, tout à l'heure, je ne sais plus comment il s'appelle, il me parlait d'une écoute profonde, et c'est vraiment ça, donner cette place à la parole, hein, moi souvent c'est ce que je leur dis, c'est ce qui fait médiation, en fait c'est votre parole, et donc c'est prendre le temps, ce temps-là avec ces personnes qui, mais c'est pas parce que c'est une personne incarcérée, hein, je fais de la médiation et je continue à faire des médiations en dehors du milieu carcéral. J'ai des personnes, elles n'ont jamais attribué une valeur à leur parole, on n'a jamais attribué une valeur à leur parole. Donc effectivement, pouvoir leur laisser penser ça et vraiment le mettre en œuvre dans les entretiens, en fait, hein, pas simplement chaque fois qu'ils me disent quelque chose, ou même, peut-être pas chaque fois, mais dire oui, mais quand même, par exemple, vous devriez être dans l'autorité parentale conjointe, donc quelque chose, dans cet exemple-là, parce que c'est quand même assez, ce qu'on peut trouver en médiation familiale, en tout cas, on vit dans ce cadre de la loi, vous comprenez, donc vous devriez pouvoir construire dans cette autorité parentale conjointe. Ça, c'est des représentations, en fait, déjà, hein, c'est la représentation du médiateur familial. Et puis en plus, c'est des choses que les personnes, elles ne savent pas en fait ce que ça veut dire. Et il faut prendre le temps de comprendre eux ce que ça représente par rapport à ça. Et qu'elles-mêmes, elles comprennent pour elles-mêmes ce que ça représente. En fait, la plupart du temps, les personnes ne se sont pas posées toutes ces questions que nous, avec lesquelles on va arriver si on était déjà sur l'entretien de médiation. Donc c'est vraiment prendre le temps de se et vraiment cette mise en confiance absolue. Hein. Et c'est la mise en confiance du médiateur avec la personne, hein. Pas la confiance avec les autres personnes. Ça viendra bien après. Mais cette mise en confiance, et moi c'est sur ça que je travaille majoritairement en fait. Merci. Je vous propose peut-être de vous donner la parole, vous laisser la possibilité de poser des questions sur, alors c'est des champs effectivement de médiation très différents, mais j'espère que ça vous a donné envie de poser des questions ou de creuser certains points qui ont été évoqués. Oui, Catherine. Il y a deux Catherine, mais une de Catherine. Merci. Merci pour ce que vous avez dit tous les quatre, qui était très différent et intéressant. Par contre, je découvre une autre posture de médiateur qui consiste à prendre le temps pour accompagner avant d'aller en médiation. Alors, moi je ne l'ai jamais fait, pourquoi pas, mais j'ai rencontré une magistrate il n'y a pas longtemps qui m'a dit, alors la médiation, oh là là, c'est long. Donc voilà, que répondre à cette contestation, sachant que c'est vrai que prendre le temps, pourquoi pas, mais est-ce qu'on a toujours le temps? Mais en tout cas, merci parce que c'est intéressant et pourquoi pas. Mais il faut que cette notion de temps m'interpelle quand même. On va peut-être prendre plusieurs questions avant de proposer à nos intervenants de répondre. Oui, monsieur.
méthode n'est pas une fin en soi, et que finalement, vous avez votre perception très différente sur, par exemple, comment je suscite l'envie de faire médiation, par exemple, pour les cas de parties qui viennent à Ingex, et où finalement, a priori, il n'y a pas vraiment beaucoup d'envie au départ, ou bien pour les cas de conflits armés, où en fait, de pénitentiaire, où il y a une partie qui est silencieuse, une étude demande, et là-dessus, on n'est pas tout à fait d'accord, et sur les formations académiques de médiation, on nous explique bien que c'est pas au médiateur de susciter l'envie, et du coup, là, il y a quelque chose que vous bousculez. Pareil, vous bousculez le fait qu'on a vraiment des cultures de médiation très différentes, avec tantôt des systèmes de navettes et pas de plénière, et des apartés, et tantôt des écoles qui portent quasiment en loi impérative la notion de confrontation et de plénière. Donc ça, c'est assez intéressant, et ça, c'est vraiment rafraîchissant, et merci. Un point, en fait, moi j'ai 3 questions très précises. La première question, c'est quand on est sur cette médiation en silo, typiquement sur les conflits armés, où on va recueillir, ou en pénitentiaire, où on va recueillir le propos d'une partie, comment vous faites pour que, vous avez parlé tout à l'heure de guide à l'information, comment vous faites pour justement déjouer potentiellement la manipulation, les biais, etc. Donc ça, c'est une première question. La deuxième question, c'est justement, on a tous compris que la notion d'envie, de demande de médiation n'est pas toujours simple. Quelle est votre perception à chacun de... là, tout à l'heure, on a parlé dans des conflits armés, on a des groupes dont on comprend qu'ils sont présents mais ils sont absents, mais qu'en même temps, leur position est déterminante dans le positionnement de l'ensemble des parties. Comme on fait jouer le fantôme, mais ça se pose finalement dans beaucoup de configurations. Et voilà, comment vous gérez cette notion du fantôme et de l'envie de donner, voilà, en gros, voilà. Et puis, la dernière question, c'est... alors ça, c'est plutôt sur la question du conflit en Libye, où on a une ligne de front qui disparaît, des écoles où les générations, enfin les jeunes se mélangent, et par contre des marchés et des commissariats ou autres où ça reste séparé. La question que je me pose, c'est, parce qu'il y a quand même, on ne l'a pas mentionné, mais on a la question de l'accord de médiation, c'est-à-dire qu'une médiation, en théorie, se conclut par un accord de médiation tacite. Mais généralement, là encore, dans les enseignements académiques, théoriquement explicite. Enfin, en principe, il devrait être explicite. Voilà. Donc, du coup, comment dans ce cas particulier, est-ce que l'accord de médiation disait on veut un désarmement et de la paix pour les nouvelles générations et une sorte de glaciation pour les anciennes? Est-ce que ça avait été verbalisé ou est-ce que finalement c'était de l'implicite? Et voilà, comment vous gérez cette finalement finalisation de la mission du médiateur et cette objectivation, entre guillemets, de la mission et de la fin de médiation? Voilà une question. On va prendre encore une question. Merci Eric de porter volontaire. Merci Eric, il y a 3 questions d'un coup. Donc, moi, ma question, c'est, bon, il me semble qu'on est un peu loin finalement de la problématique ou de la question du kyste qui a l'air de pas être vraiment une question centrale. Pour eux, en tout cas. Moi, ce qui m'étonne par rapport au dernier mot dans l'intervention, c'est la création de la confiance entre le médiateur et les personnes avec qui il est en contact, qu'on pourrait appeler les médiés, les potentiellement médiés, les accompagnés, bon, on ne sait pas. Donc cette question de créer la confiance, et créer la confiance en tant que qui? Parce que moi, ce que j'ai entendu, ce qui m'a aussi surpris dans les différents récits que vous avez faits, c'est finalement quel est le rôle de cette personne, comment il est perçu, et il est annoncé comment pour ce que nous on appelle un médiateur, parce qu'on a une réunion de médiateurs, mais dans plein de cas, apparemment, il fait aussi tout un tas d'autres choses. Et donc, comment il est perçu, puis cette confiance, finalement, elle se construit autour de quoi? Je suis là avec vous, pour faire quoi?
Je suis sûre d'avoir bien compris la question, c'est de se dire finalement, puisque en pratique, il y a des choses qui se font qui ne ressemblent pas à ce qu'on appelle, pour reprendre le terme du milieu académique, la médiation, quelque chose qui est beaucoup plus, qui se construit, en tout cas, et qui est moins organisé. Finalement, qu'est-ce que c'est que cet objet, comment on le nomme, et comment on nomme celui qui porte ça, et quelle confiance, comment on veut présenter ça dès lors que c'est un objet qui est lui-même en construction. C'est un peu ça la question. C'est un peu ça, de toute façon, Dominique, une fois est reparti. Pardon. En tout cas, voilà, on verra si vous avez compris. Ok, il y avait des questions plus particulières pour Eric, et puis après, chacun pourra peut-être réagir. Il y a une question sur le temps, est-ce qu'on a le temps? Il y a les questions des biais quand on est en bilatéral, et le risque d'instrumentalisation. La question de finalement, qu'est-ce que c'est avoir envie d'une médiation si c'est pas, s'il y a des fonds, qu'est-ce qu'on fait des fantômes, et finalement si on ne sait pas vraiment ce à quoi on est censé, ce dont on est censé avoir envie. Et puis c'est une question plus spécifique sur la situation en vie, et puis le point qui reprend un peu ce qu'avait dit aussi monsieur sur finalement c'est quoi cet objet, et qui me semble méta-médiation, je ne sais pas très bien comment l'appeler, et qui vous surprend manifestement, en tout cas certains d'entre vous, mais c'est un peu l'objet aussi de ces conversations et controverses, c'est de vous montrer qu'en pratique, les choses elles sont un peu différentes de ce qu'on apprend, et comment quel lien, en fait, voilà, comment créer ce climat de confiance pour un objet qui n'est pas aussi déterminé que celui qu'on peut l'imaginer. Eric, peut-être je te laisse répondre au point qui concerne directement. Je vais répondre en même temps à plusieurs questions. Il y avait la question qui fait sur les guides. En fait, on travaille énormément avec pas mal de gens qui sont issus des sociétés dans lesquelles on travaille. Alors, on peut évidemment se faire manipuler. J'allais dire, on va avoir des guides très différents. On va avoir des figures qui sont des un peu symbolique d'autorité. Au Congo RDC, je travaillais des années avec un jésuite qui avait écrit l'hymne national du Congo, qui était connu dans tout le pays, qui était un homme d'affaires aussi. Bon, ça c'était moins connu, et qui était une personnalité avec une orature, qui criait un peu sur les gens. Mais c'était un type, tout le monde le respectait, il était très vieux, il était connu dans tout le pays. Donc ça, c'est un guide au sens où il ne s'imposait pas du tout dans la discussion, mais sa seule présence en salle impose le respect. Bon, j'ai jamais vu des gens rentrer dans l'art. Voilà. Donc ça, c'est un type de guide. Après, on a beaucoup de guides qui sont plutôt des gens qui ne sont pas nécessairement présents en salle, mais qui peuvent être sinon à l'extérieur ou en périphérie immédiate, et qui nous aident à voir ce que nous, on ne voit pas. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire, à décoder, dans une pause, ils vont nous dire attention, ils sont parfois derrière dans la salle. J'ai appris ça avec Étienne Leroy. Étienne Leroy, c'est un anthropologue, vous avez peut-être certains connus. Et Étienne, dans des réunions qu'il organisait, ils avaient toujours deux équipes. Ils avaient une équipe de facilitateurs, et ils avaient une équipe qui venait après discrètement, je ne sais pas si c'est très honnête ou pas, et qui était derrière, et quand ils finissaient les réunions, ils refaisaient ensuite plus tard la réunion avec ces gens-là, et ils disaient non, quand le chef a dit ça, là, les gens derrière ils disaient menteur. Donc ils refaisaient tout le déroulé de la réunion avec ces gens derrière. Donc ça c'est une autre forme, je ne sais pas si vous guide. Moi plus simplement, j'ai besoin d'avoir, alors jamais toujours une série de personnes qui vont nous donner des points de vue complètement différents parfois, mais qui vont nous aider à nous donner des diagonales, des choses qu'on n'a pas perçues, et qui sont autant de garde-fous, voilà, qui peuvent être d'ailleurs totalement opposés. Ils peuvent vous dire diamétralement des choses différentes. Et une des difficultés, pour revenir au modèle dont vous parlez, c'est que, alors déjà, comment ça se passe? Dans la plupart des sociétés de travail, il y a des médiateurs. Je ne connais pas moi, de groupe humain où il n'y a pas de médiation, où il n'y a pas... Parfois, ça ressemble plus à de l'arbitrage, parfois des aviseurs, des médiateurs aviseurs. Mais il y a toujours, et souvent c'est dans le ventre du village, comme on dit, c'est dans la société en elle-même. Mais ces gens-là, parfois, justement, sont sur un autre modèle. Et par exemple, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, ils vont empêcher qu'on parle du problème.
Ils disent non, on ne va pas revenir sur les causes du problème. Donc nous, on a notre 4 cadrans dans la tête, là, on est au deuxième. Ils disent non, on va aux solutions directement, il ne faut pas parler de ce qui nous divise. Et ça, vous l'avez souvent avec des personnes ressources de type médiateurs locaux. Ils ne veulent pas que le conflit, ses racines, ce qui s'est passé, le diagnostic, le temps d'expliquer les choses se prennent. Et donc ils sont plutôt sur le terrain des gens qui vous mettent plutôt des bâtons dans les roues. C'est pareil pour les autorités, les préfets, les gouverneurs, les ministres, les présidents. N'en parlons pas, c'est terminé, on peut passer. Donc vous avez, et donc nous on vient quand même aussi avec un modèle qui est un peu différent, qui existe aussi dans d'autres groupes, où il faut que tout est dit, il a tout dit. Bon. Et donc vous avez quand même des groupes de médiateurs qui existent. Et donc vous avez quand même, vous, votre idée, et donc on a parfois on doit, nous, être résistants à des tentatives de nos facilitateurs, de nos co-facilitateurs ou des acteurs locaux, de ne pas rentrer, de ne pas aller au bout. Voilà. Après, sur la question de l'accord pour la Libye, le premier accord, c'est marrant parce que vous avez parlé d'accord de médiation, moi je fais souvent, quasiment toujours, un accord de méthode. Le premier travail, c'est l'accord de méthode, et il est peut-être plus simple dans certaines médiations quand on explique, voilà, le médiateur se présente, voilà comment on va travailler. Nous, ça prend beaucoup de temps. Et donc le premier accord de méthode, c'est le plus difficile. Je travaillais entre un groupe pétrolier, ExxonMobil, et des populations locales. On a mis un temps de dingue. Il y avait des juristes d'ExxonMobil qui crispaient à chaque mot. C'était les pires. Plus les pires. Et j'ai envie de dire, le jour où on a fini l'accord de méthode entre ExxonMobil et les communautés, la médiation, elle reste. On a filé quoi. Le plus gros était fait. Et donc, si je reviens en Libye, non, ils n'ont pas été jusque dans le détail, mais une fois qu'ils avaient conclu un accord déjà sur la communication, sur la manière de se parler, sur la manière de communiquer avec l'extérieur, et que c'était ce moment-là qui était le plus dur, ce premier accord passé. Alors ils n'ont pas voulu qu'on le fasse en Libye, ils n'ont pas voulu qu'on le fasse en Tunisie où on s'était réunis, ils ont voulu qu'on le fasse en Europe, parce que c'était des Toubous et des Touaregs, et ils disaient nous on n'est pas des Arabes, on ne peut pas faire ça aujourd'hui. Bon, c'était un peu compliqué. Et donc on l'a fait ailleurs. Une fois qu'on avait fait cet accord qui tient en quelques lignes, j'ai envie de vous dire, le gros était fait. On a eu beaucoup d'autres séances de travail, mais ils ne sont pas rentrés dans... Voilà. Et pourquoi? Je reviens à la question du temps. On avait un accord qui datait de 1899, qui était l'accord de Midi-Midi, qui était leur accord de référence. Donc c'est peut-être 115 ans avant, mais ils avaient cet accord ancien en tête, et donc ils reconstruisaient un nouvel équilibre sur la base d'équilibre passé. Donc ils n'ont pas forcément besoin d'entrer dans le détail, en fait. Personne n'a lu l'accord de Midi-Midi, mais ils savent que leurs aïeux ont fait la paix, et eux aussi ils font la paix. Donc ils n'ont pas... voilà. Et par rapport à cette question de l'écriture, moi j'ai beaucoup de groupes qui ont une très grande défiance par rapport à l'écriture. Ils préfèrent très nettement l'oralité, le principe de la cérémonie, le truc qui est un peu, voilà, où on se retrouve. Ils n'aiment pas trop, je travaille beaucoup avec les Nations Unies, le vocabulaire des Nations Unies est piégeant. Ils se font piéger, ils se font vraiment bananer dans des trucs parce qu'on leur a dit que, voilà, j'en ai vécu trop. Et donc moi je suis très vigilant à ne pas les forcer à rentrer dans nos méthodologies au sens écrite, signature, etc. On est quand même dans recréer de la relation, faire en sorte qu'effectivement le conflit ne reprenne pas, mais pas aller trop dans ces questions d'imposer nos méthodes en termes d'écriture et de dérouler de la médiation avec un accord signé à la fin. Moi je ne vends jamais, et donc je suis financé, on a des bailleurs, je dis, quand quelqu'un me dit ah, ben, vous allez faire combien d'accords, je leur dis peut-être 0. J'ai une obligation de moyens. L'obligation de résultat, c'est l'obligation des parties. Alors, je reste très très ferme sur cette idée-là. Je vois que l'on passe. Alors, est-ce que vous avez envie de réagir sur une des questions qui a été évoquée, Guy ou Florence? Juste brièvement le temps. Moi, dans mon entreprise, j'ai l'opportunité de prendre ce temps. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais en tout cas, quand on prend ce temps, ça s'inscrit en profondeur. Donc, à un moment, qu'est-ce qui est le plus important, le timing ou le rétablissement en profondeur de la relation? Et en tout état de cause, ça sera bienvenu. Récemment, j'ai fait revenir quelqu'un qui était en arrêt maladie depuis plus d'1 an. Après la médiation, elle est revenue, ils n'arrivaient pas à la faire revenir. Donc, effectivement, on a pris un petit peu de temps, parce qu'en plus, on peut échanger pendant qu'ils sont absents. Donc ça. Et sur le sujet de la confiance, moi, je crois énormément en l'entretien, en l'écoute. Vraiment, c'est très puissant et c'est à ce moment-là que se crée la confiance.
Et des personnes qui au départ se disaient qu'ils ne supportaient plus le conflit mais qui n'étaient pas prêts à rencontrer l'autre, c'est cet espace privilégié d'écoute qui va loin, qui va très loin dans le questionnement, dans l'accueil, qui permet cet établissement de confiance. Et moi, je n'ai jamais eu de cas où ça ne s'est pas produit. Vraiment, cet accueil, pour moi, c'est vraiment un des moments fondamentaux qui crée la confiance. Ben, je suis bien d'accord. Revenir sur une chose, la peur et la crise. J'ai un collègue à vous, téléphone, qui disait c'est le cœur du réacteur, la crise en médiation. Bon, médiation humaniste, c'est le cœur, c'est théoria crisis catharsis. Donc on ne fait pas de médiation sans passer par la crise. Tout se joue là. Et la peur, elle est liée à cette phase de crise. Parce que c'est la phase où on perd le contrôle. Là, le médiateur, il ne maîtrise plus rien. Panique à bord. Qu'est-ce que je vais faire? Si jamais ça continue comme ça, on n'arrivera jamais à lui mettre d'accord. On n'aura jamais d'accord. Le juge, qu'est-ce qu'il va dire? Mon mandataire, qu'est-ce qu'il va dire, celui qui me paye? Bon, le médiateur, il va oublier tout ça. Parce qu'à un moment donné, ce qui compte, c'est qu'il se rencontre. Et se rencontrer en médiation, c'est pas juste sur un coin de table ou à la terrasse d'un café. On ne parle pas de la pluie et du beau temps. On parle de ce qui fait mal. Voilà. Et tous ces gens autour qui font en sorte qu'on ne parle pas de ce qui fait mal. Ben, on en a besoin d'aborder ce qui fait mal. C'est parce qu'on parle de ce qui fait mal qu'on va pouvoir en sortir. Et ça, tout le monde en a peur. C'est juste une question de cerveau. Voilà. C'est contre-intuitif. C'est pour ça que les gens ne veulent pas aller en médiation, au départ. Donc le fait de leur donner de la confiance, c'est de les rassurer sur le fait qu'il ne va rien leur arriver. Mais leur dire quand même qu'ils vont se rencontrer. Et que ça va être chaud. Voilà, ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Si on les met autour d'une table, c'est pour qu'ils se parlent. Et qu'ils se rencontrent en vérité. En vérité, ça veut dire sans les masques. Ça veut dire sans les faux semblants. Ça veut dire en oubliant qu'il y a toute une histoire en spirale autour, mais que nous, on va avoir besoin d'aller au cœur de ce qui fait mal, en fait. Voilà. Et ça, c'est le processus qui permet ça. Et quand ils ont compris ça, et qu'ils sont prêts à y aller, là, franchement, ils ont confiance en vous. Voilà. Ils ne peuvent pas faire autrement, puisqu'ils savent ce qui va leur arriver, ils y vont quand même. Donc ça veut dire que vous avez réussi à calmer, je ne sais plus si c'est du hypothalamus là-bas derrière. Voilà. Autre chose, quelle est la posture du médiateur dans ces situations-là, spécifiquement? Et ce que j'entends, c'est un peu l'image que j'ai, moi, du médiateur. Pour moi, le médiateur dans une médiation, c'est un mât. C'est comme le mât d'un bateau sur un voilier. C'est celui qui tient le bateau quand il y a la tempête. Personne ne fait attention au mât sur un voilier. C'est pas le mât qui dit où va le bateau. C'est les skippers qui disent où va le bateau. C'est l'équipage. Mais le mât, il tient les voiles et il tient le bateau dans la tempête. Vous enlevez le mât dans la tempête, qu'est-ce qu'il devient le bateau? Il part à la dérive. Ben pour moi, le médiateur, c'est le mât sur le bateau. Voilà. C'est pas lui qui dit où on va, mais c'est lui qui tient tout. Voilà. Et à partir de là, la position, elle est assez facile à tenir. Voilà. C'est votre présence qui fait que le bateau peut avancer. Alors, il y a un petit peu de travail à faire, formulation, d'écoute, machin. C'est fait d'être là. C'est comme ce gars dont tu parlais, qui se dit là, qu'il est là, il est là et tout ça. Ben, en fait, tous les médiateurs devraient être comme ça, à mon sens. C'est pas gagné d'avance, mais il y a l'idée. C'est un peu vers ça qu'on peut tendre. Et là, je termine juste là-dessus. C'est par rapport à ce que je viens de dire là. Ça aussi, il faut s'en méfier. Ça s'appelle le charisme. Le charisme du médiateur, il faut être prudent avec ça. Tous les médiateurs ont tous un peu plus ou moins de charisme. Et bien, point trop d'en faut. Voilà. Un petit peu pour être crédible, mais pas trop non plus pour pas être le centre du monde. Voilà. Juste le nom. Rien de plus. En vous écoutant les uns et les autres et en revenant sur la thématique de ce soir, je me demandais quand même, en revenant à la question du temps, parce que ce que je comprends de ce que vous avez dit, c'est que finalement, il faut, quand une situation, on va dire, est enlisée, enquistée, enfin, quel que soit le terme, en tout cas quand on est très en haut dans l'escalade du conflit, il faut du temps avec les uns et les autres. Et il faut du temps aussi pour permettre aux personnes d'être en
confiance et rassurer et de pouvoir sortir ce qui fait conflit. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, et aussi ce que tu rappelais, Guy, sur la crise et tout ça. Et donc moi j'en retiens quand même l'idée, mais je ne sais pas si vous serez d'accord, que si on n'a pas le temps, ça peut arriver parfois, que quelque part on dise, ben voilà, il y a une échéance, faites quelque chose dans le mois qui vient, il se passe avant telle élection, avant tel truc, j'en sais rien. Est-ce que là, ça veut dire qu'il faut être vigilant et dire, voilà, en général, j'y serais allé, mais là, la contrainte temps fait que je risque, pour le coup, de ne pas que les choses se passent pas comme il faudrait qu'elles se passent. Est-ce que finalement, c'est pas, malgré tout, alors, certains d'entre nous ont le temps, d'autres ont peut-être moins le temps, mais que malgré tout, dans les critères, dans les conditions d'une médiation, il y a un équilibre entre la gravité du conflit et le temps dont on dispose pour rencontrer les personnes et pouvoir faire ce travail en fait en profondeur. Je ne sais pas ce que tu entends. J'étais en train de réfléchir et de voir un peu dans ce que j'avais pratiqué, s'il y avait eu des situations où j'avais été sans temps. Je pense à une situation où, alors pour le coup, c'était pas en milieu carcéral, c'était à l'extérieur, et il n'y avait pas de temps parce qu'il y avait une audience du juge des enfants, et c'était effectivement une situation bien. Et j'y suis allée quand même. Effectivement, j'y suis allée quand même. Et ce qui en est ressorti était plutôt. Alors, il y a eu médiation, c'est-à-dire qu'il y a eu. On a réussi à faire 2 rencontres, et là, je n'ai pas fait d'entretien individuel. J'avais pas le temps, donc je n'ai pas fait d'entretien individuel. Les entretiens communs ont été chauds, très chauds. Mais ils sont quand même repartis avec un mini-accord. Et un mini-accord qui visiblement est amené devant le juge des enfants. Après, je ne sais pas ce qu'il en a tenu. Mais voilà, sur cette expérience-là qui me revient, je suis allée pas. Je dois dire, je crois que j'aime ça. Oui, moi, parce qu'on parle de médiation, mais en fait, nous, on a pas mal de situations, parce que tu parles de situations antistées, donc avec donc des étapes antérieures, parfois des choses qui ont duré. Et nous, ce qu'on essaie de faire tous dans l'idéal, je pense, c'est de faire la prévention. Et en fait, quand on a, là par exemple, il y a un pays, je ne vais pas le citer, où on sent que la mèche est allumée, on voit le truc venir. Et on n'a pas beaucoup de temps, je pense qu'on a quelques semaines peut-être pour réagir. Et toutes les conditions sont déjà bien là, parce qu'il y a une histoire, voilà, des histoires qui font que quand ça va péter, ça va bien péter, et ça va être très très dur ensuite d'arrêter. Et donc là, c'est urgent, on a bien ce caractère d'urgence, on a toutes les raisons pour lesquelles ça devrait bien péter. Et ce qui est très compliqué là pour le coup, c'est que c'est nous qui sommes dans l'urgence, pas forcément les parties. Alors, encore une fois, on est responsable de ce qu'on peut essayer de faire en termes de moyens. Mais c'est vrai qu'on se dit parfois, pour le coup, oui, alors la crise, c'est bien quand elle explose parce qu'elle nous permet de faire des choses, mais par anticipation, parce que là, ça va bien s'anticiper après, c'est vrai que par anticipation, c'est vrai qu'on aimerait parfois, dans l'idéal, pouvoir remonter le temps et être capable de revenir au moment où c'était pas encore trop compliqué. Je pense qu'il y a, si on prend dans l'autre sens, je pense que. Mais malheureusement, je pense que le milieu judiciaire, bien sûr, mais aussi nos milieux à nous, l'intérêt, la concentration, les moyens, le mandat viennent plutôt après. Donc c'est très compliqué de dire aux gens qu'il faudrait intervenir à un moment où les choses encore ne sont pas trop graves. Est-ce qu'il y avait une dernière question rentrée un peu, en tout cas qui n'a pas pu s'exprimer dans la salle? Oui, monsieur? Mais je veux bien poser une question. Ça a été un tout petit peu abordé. Que font les médiateurs? Vous m'entendez? Non. Que font les médiateurs? Que font les médiateurs
lorsqu'ils ont en face d'eux une des parties, alors que ce soit un groupe ou une personne, qu'ils identifient comme un manipulateur, comme un pervers, quelqu'un qui a un objectif qui n'est pas très sain, qui ment, quand c'est identifié, comment vous faites ça? C'est un sujet qu'on avait essayé d'aborder dans les conversations et controverses sur la mauvaise foi, mensonge, mauvaise foi et vérité en médiation. Je ne sais pas si on peut y répondre rapidement. Est-ce que vous voudriez répondre rapidement avant qu'on termine? On se disait, en fait, c'est toujours. C'est systématique. Et donc, moi, dans ma pratique, je leur dis que je sais qu'effectivement, le cadre va être manipulé, que bien ils vont essayer de m'utiliser. Je leur dis que c'est très humain. Que peut-être même moi, si j'étais à leur place, je le ferais. Il y a deux spécificités. Il y en a une que généralement, c'est pas nous qui le disons, c'est le groupe. C'est-à-dire que dès que vous avez quelqu'un qui commence à... Et c'est génial parce que même quand vous désespérez un peu, parce que vraiment c'est pénible, il y a toujours quelqu'un qui à un moment va remettre les choses sur les rails, ramener le gars dans ses 20 mètres, ou le groupe dans ses 20 mètres. J'ai rarement vu une situation où ça ne vient pas. Donc ça, c'est encore mieux quand c'est pas nous, mais quelqu'un, et parfois c'est très virulent, qui remet les choses en place. Après, nous on ne cherche pas la vérité. Et donc en fait, si les parties, le diable est dans la tête des gens, si les parties se satisfont d'un certain nombre de distorsions de la vérité, de pas mal de manipulations, parce que finalement c'est ça qui leur permet quand même de naviguer, chacun sait que c'est du pipeau et que tout le monde a tordu le truc, mais in fine c'est ça qui leur permet de sortir ensemble et de se retrouver. C'est pas à nous de dire où il y a mensonge ou pas. C'est tentant, hein, sincèrement, parfois de dire écoutez, arrêtez de raconter des salades, mais on ne le fait pas du tout. On est capable pendant des heures et des journées d'entendre des gens mentir, on essaie de paciller, on reformule les mensonges, c'est merveilleux. Voilà. Mais il faut le faire avec beaucoup de calme. Je pense à une médiatrice qui avait toujours les joues qui rosissaient quand elle aimait. Et bien on le fait avec patience jusqu'au moment où ça s'épuise. Voilà. Mais il faut le faire, on n'est pas du tout là pour redresser les choses, franchement. Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de controverses. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'a dit Geneviève, on a de quoi prendre un petit coup maintenant. Ça vous permettra éventuellement aussi de prolonger la discussion avec nos intervenants. Je vous invite à remercier maintenant.